Bonjour, aujourd'hui mon invité est Michel Barnier. Michel Barnier est le négociateur européen chargé du Brexit. La question est donc, Brexit or not Brexit? Je ne sais pas s'il peut répondre à cela, nous verrons. Et que se passera-t-il après? Quel sera le futur de l'Union? C'est la question que nous nous posons. Je ne sais pas jusqu'où Michel Barnier pourra aller, mais ça va être très intéressant de parler avec lui. Tout ça, bien sûr, sans coupe. Mr. Barnier. Mr. Cohn-Bendit. OK. Alors, Brexit ou pas? Les citoyens européens, et peut-être même les citoyens britanniques, ne comprennent absolument pas ce qu'il se passe. Aide-nous, s'il te plaît, explique-nous ce qu'il se passe. Tout d'abord, le sentiment global, général du côté des Européens, du Parlement, où nous nous trouvons, des États membres, à Strasbourg. À Strasbourg, c'est un sentiment de réelle gravité et de responsabilité. Laisse-moi rappeler que tout le monde de notre côté regrette le Brexit. Et parfois même ne comprend pas pourquoi la majorité des Britanniques a voté pour le Brexit. Nous regrettons ce vote, mais nous sommes prêts à le mettre en œuvre. Nous devons le respecter. Le Brexit crée d'énormes incertitudes. Partout. C'est comme un divorce, comme toute séparation entre deux personnes. Tout ce que nous avons fait cette dernière année et demie, c'est grâce au traité. À ce traité. L'accord sur le Brexit. L'accord sur le Brexit doit, comme dans tout divorce, toute séparation, intégrer des réponses juridiques. Comment va-t-on séparer les biens? Quelle maison gardent les Britanniques? Quelle maison gardent les Européens? Je vais donner un exemple. 3 500 000 citoyens de l'Union européenne vivent et travaillent au Royaume-Uni. De l'autre côté, il y a 1 500 000 citoyens britanniques qui vivent sur le continent. Dans les pays européens. Tous ces citoyens ont des droits de résidence, des droits sociaux. Et tous sont très préoccupés par ce qui se passera après le Brexit. Donc nous essayons de leur apporter des réponses, de mettre dans ce texte des garanties juridiques pour les droits acquis jusqu'à la fin 2020. Mais imaginons qu'il n'y ait pas d'accord, un no deal. Ça veut dire que tous ces droits n'existent plus? Non, car dans ce cas, nous maintiendrons notre priorité. La priorité du Parlement, la priorité des États membres, c'est de garantir ces droits. Dans le cas d'un no deal, et j'espère que cela ne va pas arriver, nous n'avons pas besoin de négociateurs s'il n'y a pas d'accord. Nous avons besoin de négociateurs pour trouver un accord. Et je travaille toujours pour un accord, pour cet accord. Si malheureusement il y avait un no deal, nous maintiendrons notre priorité qui est de protéger les citoyens britanniques dans l'Union européenne, à la condition qu'il y ait une réciprocité de la part du Royaume-Uni. Dis-moi, crois-tu encore en un accord, après tout ce qui s'est passé? Franchement, tu crois en un accord? L'important, c'est de savoir ce que veut le Royaume-Uni. Que veulent-ils? Ma réponse à la question dépend clairement de la réponse du Royaume-Uni, de ce qu'ils veulent. S'ils veulent quitter l'Union européenne de manière ordonnée, s'ils veulent quitter l'UE comme décidé lors du référendum d'une manière ordonnée, cela veut dire qu'il n'y a qu'une stratégie possible, le seul accord. Pouvez-vous renégocier quelque chose? La page 120, par exemple, ou pas? Non, on ne peut pas renégocier, car ce n'est pas notre document, c'est le document négocié en commun avec le gouvernement britannique. C'est le meilleur et le seul accord possible si le Royaume-Uni veut quitter l'UE d'une façon ordonnée. L'autre option, c'est de partir sans accord. Et dans ce cas, ce document ne sera plus utile. Mon objectif personnel, en tant que négociateur, c'est de protéger les intérêts de l'Union européenne, de ses entreprises, de ses citoyens, de ses communautés, de ses agriculteurs, etc.
Mais c'est aussi dans l'intérêt du Royaume-Uni. Nous avons besoin de cet accord, car c'est la seule façon de s'organiser et de limiter les conséquences du Brexit. Oui, mais que va-t-il se passer maintenant? Ils ont refusé l'accord, ils ont refusé le compromis, ils ont refusé le compromis du compromis, ils ont tout refusé. De manière générale, Daniel, je n'aime pas les spéculations et les spéculateurs. Donc, je ne veux pas spéculer. Je dirais simplement que l'impasse dans laquelle nous nous trouvons doit être résolue par le Royaume-Uni. Et quels signaux vous ont-ils envoyés? Ils attendent le vote de ce soir et le troisième vote demain. Pour le deuxième vote, ils doivent se prononcer pour ou contre le no deal. Et le troisième sera pour demander une prolongation des négociations. La réponse de l'Union européenne sera immédiatement « Pourquoi faire ?» Oui, pourquoi? La prolongation, je ne comprends pas. Je suis un citoyen européen. Prolonger, pourquoi? Ce pourrait être une prolongation technique, car si l'accord est voté, il faudra quelques semaines supplémentaires pour le mettre en place. Mais alors ils votent l'accord. Oui, tout d'abord, ils votent l'accord, c'est la condition préalable. Et ce pourrait être une prolongation tactique, politique. Dans ce cas, je connais la réponse et la réaction de l'UE, des dirigeants et du Parlement. À quoi cela servira-t-il? Pourquoi avez-vous besoin d'une prolongation? Pour organiser un nouveau référendum, de nouvelles élections? Je ne peux pas répondre à cette question à la place du gouvernement britannique. Mais il y a un problème. Il va y avoir les élections européennes. Tu imagines organiser des élections en Grande-Bretagne pour le Parlement européen alors qu'elle doit partir? À ce stade, ce sont les leaders de l'Union européenne qui devront répondre à l'unanimité à une éventuelle prolongation. La réponse sera apportée la semaine prochaine ou plus tard. Le seul point juridique que je veux mentionner, c'est que si la prolongation va au-delà des élections européennes à la fin du mois de mai, alors à ce moment-là, le Royaume-Uni sera un État membre avec tous les droits et toutes les responsabilités d'un État membre. En particulier, je veux le mentionner, celui de protéger les droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Et ces citoyens ont le droit de voter, de même que les citoyens britanniques. Donc, si le Royaume-Uni est toujours à ce moment-là membre de l'Union européenne, alors il devra organiser les élections européennes. Mais ce serait complètement insensé. Je veux dire, quand on écoute les gens aujourd'hui, ils disent « Mais pourquoi on ne dit pas, comme un parent à son enfant, ça suffit, game over ». Oui, les négociations du divorce sont terminées. Et pour être clair, la chose la plus importante pour moi, ce n'est pas d'organiser le divorce d'une façon ordonnée. Le plus important pour moi, c'est de préparer le futur. Nous aurons besoin de 2, 3 ou 4 ans après le divorce pour mettre en place un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, ce qui est plus important. Dans tous les cas, le pays restera un partenaire proche, un ami, un allié. Nous devons organiser cette nouvelle relation car le Royaume-Uni quitte l'UE sur de nouvelles bases. Une dernière question sur le Brexit. Es-tu optimiste? Permets-moi de citer l'un des pères de l'Europe qui a répondu à cette question. Êtes-vous optimiste? Monsieur Jean Monnet, ou êtes-vous pessimiste? Sa réponse est exactement celle que je vais te donner. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. Je suis déterminé à protéger les intérêts de l'Union, ce qui inclut les droits des citoyens, qui sont et qui resteront ma principale priorité. Je suis déterminé à respecter le Royaume-Uni et son peuple, et j'ai beaucoup de respect pour ce pays depuis longtemps. Et je suis déterminé à protéger la paix en Irlande, les accords du Vendredi Saint et tout ce qu'ils impliquent. En Irlande, la priorité est de protéger la paix et aussi de protéger l'intégrité du marché unique. Laisse-moi aussi rappeler un point important en ce qui concerne l'Irlande. Ce n'est pas une affaire dogmatique ou idéologique. C'est une affaire pragmatique qui concerne le marché unique.
S'il n'y a pas de frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et nous ne voulons pas reconstruire de frontières, alors nous devons contrôler les biens, car tous les produits qui entreront en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, qui ne fera plus partie de l'UE. oui, ces produits entreront également en France, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, car la République d'Irlande fait partie du marché unique. Donc, nous avons besoin de contrôle pour protéger les consommateurs, le budget, les entreprises. C'est ça l'enjeu en Irlande. Imaginons que je suis Theresa May et que je dis « Michel, aide-moi, je dois obtenir de ta part l'engagement que nous ne serons pas obligés de rester dans l'union douanière, car c'est ça qui m'empêche d'obtenir une majorité. » Alors que faisons-nous? Nous avons besoin de temps. Pendant longtemps, j'ai essayé d'aider, et même cette semaine, lundi, jusqu'à minuit, avec le président Juncker, nous avons essayé d'obtenir une garantie, des clarifications autour de ce traité. Pas pour rouvrir le traité, mais pour assurer que nous n'avions pas l'intention de piéger le Royaume-Uni indéfiniment au sein de l'union douanière. C'est une simple assurance, de la même manière qu'on a des assurances pour les maisons. On espère ne pas en avoir besoin de cette assurance, mais il faut quand même l'avoir quelque part. Donc ça, c'est l'assurance. Et aussi vite que possible, immédiatement après la signature du traité, nous serons prêts à travailler pour trouver d'autres arrangements, des solutions alternatives, des solutions techniques. Rien de tout ça n'est disponible pour l'instant, donc nous avons besoin de temps. D'accord. Donc la semaine prochaine, on renégocie une nouvelle fois. Non, les négociations sont terminées. Le président Juncker l'a dit très clairement. Il n'y a plus de clarification à apporter. Nous sommes allés aussi loin que possible dans le cadre de mon mandat, dans le respect de nos principes. Je rappelle que c'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union, ce n'est pas nous qui quittons le Royaume-Uni. Nous voulons protéger ce que nous sommes. Et à la base de ce que nous sommes, il y a le marché unique, qui est bien plus qu'une simple zone de libre-échange. Je vous libère de l'anglais. Ce n'est plus Mr. Barnier, Mr. Brexit. Michel Barnier. L'Europe. Le same man. Mais maintenant, parlons de l'Europe, pas du Brexit. D'abord, quelles sont les conséquences pour l'Europe? Quand on parle du Brexit, on parle aussi de l'Europe. On parle aussi des principes fondamentaux qui sont ceux de l'Union européenne, du marché unique que nous avons construit avec le Royaume-Uni pendant 44 ans. Donc la manière dont le Royaume-Uni sort, et nous n'avons jamais été dans un état d'esprit de punition ou de revanche, je n'ai jamais été agressif. Je regrette profondément le Brexit, parce que je pense que l'Union fait la force. Mais nous parlons bien de l'Europe, la manière dont le Royaume-Uni sort correctement, et que nous maintenions les principes de l'Union européenne. Quelles sont les conséquences du fait que l'Angleterre sorte de l'Union européenne? Quelles sont les conséquences pour l'avenir de l'Europe? Le Royaume-Uni sort, c'est presque une question du passé, même si elle est toujours d'actualité, il faut qu'il sorte correctement. Ce qui me paraît important, et ce que j'ai cherché à écouter dans le débat britannique, c'est pourquoi le Brexit. Il y a les conséquences du Brexit que nous gérons dans ce traité. Mais pourquoi les 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe? Il faut écouter. Il faut comprendre, il faut répondre. Il y a une grande partie de ces électeurs qui ont voté pour des raisons qu'on retrouve dans certaines régions françaises, belges, ou en Italie, ou dans d'autres pays. C'est le sentiment d'abandon, le sentiment d'exclusion, le sentiment que l'Europe ne protège pas, que l'Europe serait dirigée par une bureaucratie qui n'écoute pas. Et je pense qu'il faut tirer ces leçons du Brexit. Il est sans doute trop tard pour le Royaume-Uni. Il est temps de le faire. Mais est-ce que c'est vrai que l'Europe ne protège pas? Moi, je pense que l'Europe a été, dans les 30 dernières années, souvent naïve dans ses échanges commerciaux, qu'elle a fait une erreur fondamentale au moment de l'explosion de la globalisation, de la mondialisation, l'explosion du monde bipolaire qui était très, très structuré entre l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc l'Est et l'Ouest. Oui, on a vu une explosion de la mondialisation, avec beaucoup de progrès, beaucoup de gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté, mais en même temps, l'idée que tout était désormais possible, c'était le laisser-faire, laisser-aller, l'ultralibéralisme. Voilà l'erreur de fond qui a été
sans doute commises par beaucoup de pays dans le monde, qu'on a payées et qu'on n'a pas fini de payer depuis la crise financière, et une dérégulation, une absence de gouvernance mondiale. Je pense qu'il est temps qu'on revienne, comme nous le faisons depuis quelques années, au fondement de l'économie sociale de marché. Et les 3 mots sont importants. Économie, sociale, marché, pas seulement 2. Quand tu étais commissaire, tu as été à la régulation, justement, après la crise financière. Il y a eu des progrès. Précisément. On a commencé à tirer les leçons, le dos au mur, dans l'urgence, parfois en improvisant, de reconstruire la régulation. J'ai présenté ici, à ce Parlement, au Conseil des ministres, 41 lois de régulation pour remettre de l'ordre, de la transparence, de la responsabilité, un peu de morale aussi, et d'éthique, là où elles avaient disparu, parmi des banquiers, des marchés financiers, qui se sont crus tout permis parce qu'on leur a tout permis. Voilà une des leçons que nous avons commencé à tirer depuis quelques années. Et puis il y a d'autres protections. Il est temps de parler d'une politique de défense européenne. Il est temps de mieux gérer ensemble nos frontières extérieures. Il est temps d'investir ensemble. Moi, je ne suis pas protectionniste, Daniel. Mais je suis pour des protections. Et la bonne protection, ce n'est pas le protectionnisme. La bonne protection, c'est d'investir ensemble dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation. Mais beaucoup de gens disent réforme financière, quand on entend, quand on va dans les provinces européennes, oui, mais vous avez sauvé les banques. Vous n'avez rien fait pour nous. Vous n'avez que fait pour les banques. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, ce n'est pas vrai. D'abord, les banques ont remboursé ce qu'on leur avait porté. Et ensuite, on les a obligés... on les a sauvés dans l'urgence, parce que qu'en sauvant les banques, on sauvait les épargnants aussi. Et là, je parle bien des gens. On a obligé les banques à rembourser, ce qui a été le cas. On les a obligés à mieux se capitaliser pour se préparer à de nouvelles crises, car malheureusement, il y aura de nouvelles crises. Et puis, on a protégé les consommateurs financiers, qui ne sont pas tous des gens très riches, qui sont de petits épargnants. On a fait, par exemple, le compte bancaire de base. Est-ce que vous savez qu'il y a 20 millions d'Européens qui n'ont pas de compte bancaire, 9 millions de citoyens à qui on a refusé un compte bancaire? J'ai fait une loi pour obliger dans chaque pays européen, où ce n'était pas déjà le cas, une banque à ouvrir un compte bancaire pour les gens qui en ont besoin. Tu as été ministre de l'Environnement. Oui. Tu crois que l'Europe peut répondre aux défis de la dégradation climatique? Tu crois qu'on est à la hauteur dans notre réflexion? D'abord, c'est la seule hauteur est celle de ce continent qui s'organise ensemble et qui doit continuer à être en tête du combat contre le changement climatique. Nous l'avons été dans la conférence de Paris, nous le sommes par des engagements qui sont pris, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que l'Europe verte et toutes les implications citoyennes et industrielles qu'elle comporte, en même temps de recherche, doit être la priorité des 10 prochaines années. On a la capacité d'imposer à l'industrie automobile, d'imposer à l'industrie un changement. Est-ce qu'on n'est pas, des fois, un peu frileux face à la puissance réelle, économique de ces industries? Je pense que c'est l'intérêt de l'industrie que de prendre ce virage-là. D'ailleurs, beaucoup d'industriels ont déjà pris ce virage. Et c'est le seul niveau où on peut imposer, parce que toutes ces entreprises, elles travaillent dans le même marché. Je parlais tout à l'heure de l'importance de ce marché, 500 millions de consommateurs et de citoyens, 22 millions d'entreprises. C'est le seul espace où l'on peut prendre ces décisions et les prendre ensemble. Et il faut de la concertation, il faut ouvrir des espaces de discussion. Tu dis imposer. Je pense qu'il faut, là encore, privilégier le contrat à la contrainte, mais je pense aujourd'hui que c'est le moment et que l'urgence est là. Et dernière question, est-ce qu'on ne peut pas faire plus pour les jeunes ? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus? On a parlé à un moment d'une aide aux ceux qui sont au chômage des jeunes, ou vraiment de faire exploser un feu Erasmus pour tous. J'ai l'impression qu'on a peur d'aller trop loin. Oui, et je disais tout à l'heure qu'on doit utiliser, c'est ma conviction, l'unité qu'on a construite dans le Brexit pour un agenda positif. Le Brexit est un agenda négatif. Mais nous avons été unis dans cette négociation extraordinaire. Il faut que les dirigeants européens, et nous en faisons tous partie, les citoyens sont des dirigeants européens aussi, utilisent cette unité pour un agenda positif. Et au cœur de cet agenda positif, il y a à mes yeux l'Europe verte, qui est une Europe qui produit de l'emploi, qui produit de la recherche. Il y a l'éducation et la recherche, l'innovation, la culture. Erasmus est au milieu de tous ces enjeux. Et donc, si on doit prolonger le plan Juncker, Jean-Claude Juncker a eu le mérite de lancer un plan qui a mobilisé 500 milliards d'euros
en quelques années. Il faut prolonger cet effort, investir ensemble, je l'ai dit, dans l'éducation, la recherche, donc la jeunesse. Je pense que c'est l'enjeu des 5 ou 10 prochaines années. Mr. Brexit, thank you very much. Thank you for your attention. Merci.